Je suis triste de partager cette histoire particulière de ma vie, mais la voici. Elle raconte le moment où ma sœur a décidé que je n'étais pas assez bien pour faire partie de son mariage après que je l'ai pratiquement construit de toutes pièces. Et comment ce simple message texte a déclenché une réaction en chaîne que personne n'avait vu venir. Ni elle, ni mes parents, ni même moi. C'est arrivé un jeudi au hasard alors que j'étais chez Target. Je ne cherchais rien d'important, je me promenais juste après le travail pour me vider la tête. J'avais un panier avec quelques bougies et des barres protéinées. Je ne pensais pas à Amanda, au mariage ou au fait que je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis quelques jours. Tout semblait bien. Puis mon téléphone a vibré. C'était le chat de groupe que nous avions créé pour le mariage, celui qui s'appelait le Family Wedding Crewing, l'équipe de la famille pour l'alliance du mariage. Je l'ai ouvert en m'attendant à voir quelque chose à propos du dîner de répétition, peut-être une question sur les chemins de table. Au lieu de cela, j'ai vu 5 mots qui n'avaient pas de sens au début, tu n'es pas invité. Au revoir, loser. Juste ça. Pas de contexte, pas d'explication. Ma sœur Amanda l'a envoyé comme si elle commandait un café. Et juste en dessous, ma mère a ajouté un emoji cœur. Même pas une phrase, juste un cœur, comme une sorte de saut d'approbation tordu. Je suis resté planté là au milieu de l'allée des snacks, relisant encore et encore. J'ai attendu que quelqu'un dise que c'était une blague ou que le téléphone d'Amanda avait été volé ou piraté, mais personne ne l'a fait. Le chat est devenu silencieux. J'ai posé le panier sur une étagère au hasard et je suis sorti du magasin sans dire un mot à personne. Ce soir-là, je n'ai pas répondu. J'ai regardé. Quelques heures plus tard, ils étaient de retour en train de chatter dans le groupe comme si de rien n'était. Amanda a posté un TikTok d'une mariée qui riait. Ma mère a écrit, tellement vrai, tout le monde. Mon père a dit, enfin, plus de drame. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une erreur. Il le pensait. Ils voulaient que je parte. Après tout ce que j'avais fait, ils ont oublié, cependant. C'était moi qui payais la plus grande partie, le lieu, ma carte de crédit, cette robe à $2000 dont Amanda était obsédée. J'ai versé la compte. Les fleurs, les menus de dégustation, les invitations calligraphiées et même les putains d'échantillons de gâteaux. Tout moi. Amanda disait toujours qu'elle me rembourserait après que les cadeaux de mariage aient commencé à arriver. Mes parents disaient qu'ils contribueraient quand ils pourraient, mais ils ne l'ont jamais fait. Je gardais les reçus, littéralement. Alors, j'ai finalement répondu, parfait. Alors je vais retirer mes paiements du compte. Personne ne m'a pris au sérieux. Amanda a posté un mème d'un pistolet à billets. Maman a répondu, ne sois pas dramatique, ma chérie. Papa a ajouté un pouce levé comme si nous parlions de couleur de peinture, alors je suis restée silencieuse. J'ai passé quelques appels. Le lieu a annulé immédiatement. La compte était à mon nom. Idem pour le fleuriste. Le traiteur a eu besoin d'un peu de persuasion, mais une fois qu'ils ont vu mon nom sur le contrat, ils ont annulé la commande. La boutique de robes de mariée était la seule qui hésitait. Amanda avait déjà fait un essayage, mais quand je leur ai rappelé que j'avais payé la compte et que je n'avais pas approuvé les retouches, ils ont accepté de tout mettre en attente. À 11h du matin le lendemain, le mariage avait disparu. À 12h22, Amanda m'a envoyé un message, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Puis est venu le déluge. Ma mère a dit que je gâchais tout. Amanda m'a dit que j'étais instable mentalement. Mon père a dit que c'était exactement pour ça qu'il ne voulait pas que je sois impliqué. Ils ont envoyé 18 messages en 10 minutes. À 15h36, Amanda s'est tue un instant. Puis elle a envoyé ceci, « Tu as 1 heure pour réparer ça, sinon je vais dire à tout le monde ce que tu as fait à Ryan. » Ça m'a fait rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça montrait à quel point elle était désespérée. Elle lançait des menaces maintenant, en espérant que quelque chose prenne. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai bloquée. Amanda pensait qu'elle pouvait me virer et garder tout ce que je lui avais donné. Mes parents pensaient que je reculerais s'ils m'ignoraient assez longtemps. Ils n'ont pas réalisé que j'avais finalement atteint la limite de ce que j'étais prête à tolérer. Ils voulaient un mariage sans moi? Bien. Qu'ils essaient d'en avoir un sans mon argent. Les premiers jours après avoir tout annulé ont été étonnamment calmes. Je pensais qu'il y aurait plus de feux d'artifice, mais au lieu de ça, c'était comme s'ils étaient passés en mode contrôle des dégâts ou peut-être en état de choc.
Amanda a cessé de me suivre sur tout, Instagram, Facebook, même Venmo. Ma mère m'a envoyé un message de 2 paragraphes disant qu'elle était déçue de la façon dont j'avais géré les choses et qu'elle espérait que je reviendrais à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Mon père m'a envoyé un lien YouTube vers une vidéo sur le pardon. Je ne l'ai pas regardé. Il n'allait pas jusqu'à supplier. Je pense qu'ils étaient toujours convaincus que je craquerais, que je me sentirais coupable, que je me réveillerais au milieu de la nuit en sueur froide et que j'enverrais un texto d'excuses avec un emoji qui pleure et une promesse de tout payer à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. J'en avais fini. Une semaine plus tard, Amanda a posté une photo d'elle dans une robe de mariée différente. Elle était clairement achetée en magasin. Elle avait l'air furieuse. La légende était quelque chose comme « nouvelle robe ». L'autre était maudite de toute façon, avec un visage roulant les yeux. Les commentaires étaient remplis de ses amis qui la complimentaient, disant à quel point elle était magnifique, que celle-ci lui ressemblait tellement plus. Mais j'ai remarqué que les likes étaient bas, beaucoup plus bas que d'habitude. Ce soir-là vers 22h, j'ai reçu un appel de ma tante Cathy. Elle n'a même pas fait semblant de bavarder. Elle a dit qu'Amanda racontait aux gens que j'avais eu une dépression et que j'avais essayé de gâcher le mariage parce que j'étais jalouse. Elle a dit que ma mère prétendait que j'étais instable et que je causais des problèmes depuis des années. Je pouvais entendre le malaise dans sa voix. Elle n'y croyait pas, mais elle ne voulait pas s'en mêler. Puis elle a posé la question que je savais qui allait arriver, « Est-ce que tu as vraiment tout annulé ?» Je lui ai dit oui et que je n'étais pas désolé. Elle s'est tue pendant une seconde, puis a juste dit, « Waouh, eh bien, bravo à toi. » La nouvelle a commencé à se répandre après ça. Ma cousine Sarah m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour me demander s'il était vrai qu'Amanda et Ryan essayaient d'organiser un mariage dans le jardin maintenant qu'ils ne trouvaient pas de lieu à si court terme, que le fleuriste avait refusé de travailler avec eux sans moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à recevoir des textos de numéros que je ne reconnaissais pas, la mère de Brian, la demoiselle d'honneur d'Amanda, une cousine au second degré au hasard qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans. Tous essayaient différentes tactiques, la culpabilité, la flatterie, même la fausse confusion. Et, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un problème avec la planification. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Amanda a dit que tu te retirais. Tu veux que je t'aide à arranger les choses ? Je suis désolé pour le drame. On sait tous comment sont les mariages. J'ai ignoré tout le monde. 3 jours avant ce qui était censé être la date du mariage, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant presque 15 minutes. Je l'ai regardée à travers le Judas. Elle a sonné 2 fois, puis elle est partie. 10 minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto, « S'il te plaît, parle-nous. On peut encore arranger ça. » J'ai regardé ce texto pendant longtemps. J'ai pensé aux années où j'ai été traité comme un portefeuille sur pattes, à la façon dont ils s'attendaient toujours à ce que je les aide parce que j'avais un emploi stable et pas de mari ni d'enfant, à la façon dont ils m'ont utilisé encore et ont appelé ça de l'amour. Puis j'ai supprimé le message. Qu'ils se débrouillent. Le mariage était hors de contrôle, leur budget était épuisé et le temps pressait. Ils voulaient me pousser dehors. Maintenant, ils pouvaient voir jusqu'où ils allaient sans moi. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu une demande Venmo d'Amanda. 7800 $. Pas de message, pas de contact, juste le numéro, comme si j'étais une marraine du mariage qui avait oublié d'envoyer son don. J'ai refusé. 10 minutes plus tard, une autre est arrivée. Même montant. Toujours rien d'écrit. J'ai refusé celle-là aussi. Et cette fois, je l'ai complètement bloquée sur Venmo. Ça a rendu la chose réelle. Je pense que c'est à ce moment-là que le changement s'est produit. On pouvait le sentir comme si le dernier fil s'était cassé. Plus tard dans l'après-midi, un texto est arrivé d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je l'ai laissé là pendant que je préparais le dîner, que j'arrosais mes plantes, que je me versais un verre de vin. Quand je l'ai finalement lu, je n'ai pas été surprise. C'était Amanda. Je sais que tu es en colère, mais tu as fait ton point. On est déjà engagé dans des choses. Le fait que tu annules tout ne fait que tout gâcher pour moi. S'il te plaît, ne détruis pas mon avenir juste pour te venger. Cette dernière phrase, ne détruis pas mon avenir, comme si c'était moi qui balançais la boule de démolition. Comme s'il ne m'avait pas viré du chat de groupe et humilié devant notre famille et nos amis. Comme s'il n'avait pas ri quand j'ai dit que je me retirais. Je n'ai pas répondu.
J'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la salle de mariage, celle qu'Amanda avait tellement aimée qu'elle avait pleuré pendant la visite. La femme au téléphone était calme mais directe. Quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi, demandant d'annuler l'annulation. Quand elle a demandé une vérification d'identité par email, ils ont raccroché. Elle voulait juste me faire savoir qu'elle avait signalé le dossier. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas posé de questions. Ils essayaient d'annuler les dégâts en douce, mais tout était à mon nom, chaque signature, chaque email, chaque confirmation de paiement. J'avais tout géré, et maintenant ils étaient en train de se démener. Le lendemain matin, ma boîte de réception contenait un long email de mon père. Objet, réglons ça. Il a commencé par de douces excuses, le genre qu'on écrit quand on essaie de manipuler quelqu'un sans que ça se remarque. Il a dit que les mots d'Amanda avaient été impulsifs, que les tensions étaient fortes, que le message n'était pas censé me blesser, même si c'était clairement le cas. Puis il a dit qu'il comprenait ma frustration, mais que je devais voir le tableau d'ensemble. Tu as encore le temps de bien faire les choses, a-t-il écrit, comme si c'était moi qui avais gâché quelque chose de sacré. Il a terminé par une vague promesse de me rembourser une fois que la poussière serait retombée. Cette partie m'a fait rire. Il n'y avait plus de poussière, juste des débris. Plus tard ce jour-là, Amanda a posté quelque chose sur sa story Instagram. Un selfie en noir et blanc, sans maquillage, les yeux tristes, tenant une tasse de café, j'en ai marre. Elle avait écrit, la pire des trahisons vient toujours de ceux qui sont le plus proches de vous. Elle ne m'a pas tagué. Elle n'avait pas besoin de le faire. Tout le monde le savait. Les messages ont commencé à arriver comme une vague. De vieux amis de l'université, des cousins éloignés, des gens à qui j'avais parlé 2 fois en 10 ans sortaient soudainement du bois. Et, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec le mariage. J'espère que tu vas bien. Ce ne sont pas mes affaires, mais les gens parlaient, je voulais prendre de tes nouvelles. Amanda dit des choses assez intenses. Je voulais juste avoir ton point de vue avant de répondre. Je les ai tous ignorés. Pendant ce temps, les initiés continuaient à me donner des nouvelles. Ma cousine Sarah m'a appelé depuis sa voiture, en chuchotant comme si elle divulguait des informations classifiées. L'idée du mariage dans le jardin s'était effondrée. Le voisin a appelé la ville après avoir vu toutes les chaises pliantes dans une tente géante être installées sans permis. Un responsable de la sécurité incendie s'était arrêté et avait fermé le tout. La société de restauration avait mis le nom d'Amanda sur liste noire après qu'elle ait essayé d'utiliser mon ancienne facture comme preuve qu'elle avait un compte chez eux. La boutique de robes ne voulait pas libérer la robe à moins que le reste du solde ne soit payé. Personne n'avait ce genre d'argent sous la main. Et apparemment, Ryan, son fiancé, était à 2 doigts d'annuler le tout. Il a dit à un témoin, si c'est à ça que ressemble le mariage avec sa famille, je dois peut-être repenser les choses. Puis est venu le message qui a tout changé, apparu dans le chat de groupe. Je ne l'ai jamais quitté. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé que je pouvais encore le voir. Ma mère, on ne peut pas faire ça sans elle. Ce n'est pas possible, Manda. Alors quoi? On la supplie juste. Papa, on lui propose de la rembourser. Elle finira par céder. Elle le fait toujours. Cette phrase m'est restée, elle le fait toujours, comme si j'étais un distributeur automatique qu'il suffisait de frapper assez fort pour obtenir ce qu'on voulait. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé les choses se désagréger de loin. Il pensait que j'étais une âme sensible. Il pensait qu'il suffirait d'un sentiment de culpabilité et de quelques fausses excuses pour récupérer l'argent. Mais ce n'était pas comme avant. Il voulait m'utiliser comme une carte de crédit avec des sentiments. Pas cette fois. Le mariage était dans 2 jours, pas de salle, pas de prestataire, pas de robe et pas de plan de secours. Ils ont brûlé le pont et se sont tenus sur les cendres, attendant que je le reconstruise pour eux. Et je me suis juste éloigné. Au matin de ce qui aurait dû être le dîner de répétition d'Amanda, le silence était inquiétant. Pas de nouveaux messages, pas d'appels, pas de mise à jour accidentelle du chat de groupe. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone était complètement silencieux. C'est comme ça que j'ai su que quelque chose allait arriver. Ils n'en avaient pas fini. Ils se regroupaient. J'ai passé la journée à faire semblant de ne pas m'en soucier, faire les courses, prendre un café, faire la lessive. Mais au fond de moi, je pouvais sentir que ça montait. On ne grandit pas dans une famille comme la mienne sans apprendre à sentir quand une tempête est sur le point de frapper.
C'est arrivé à 18h42, on a frappé à ma porte. Si délibéré, pas le genre de coup qu'on prend pour un voisin. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai figé. Elle ne se ressemblait plus du tout. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges, et elle tenait un sac d'épicerie en plastique dans une main. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté là à la regarder. Après une minute, elle a parlé à travers la porte, « Jane, s'il te plaît. Je sais que tu peux m'entendre. » Je n'ai pas répondu. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes, le genre qui ne semble pas répéter. Elle a dit que Ryan était parti la nuit précédente. Apparemment, il avait fait ses valises après leur dernière dispute, quelque chose à propos du fait qu'il ne voulait pas commencer un mariage en étant endetté envers sa sœur. Elle a dit que leur organisatrice de mariage, celle qu'elle avait embauchée en panique pour la remplacer, avait également abandonné ce matin-là. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, « Je sais que tu me détestes, mais s'il te plaît, je ne peux pas retourner chez maman. Il me blâme pour tout. » Ça m'a fait hésiter. J'ai ouvert la porte à moitié. Amanda avait l'air plus petite en quelque sorte, pas seulement physiquement, mais comme si elle avait perdu l'armure qu'elle portait toujours. Elle m'a tendu le sac d'épicerie. À l'intérieur se trouvait une pile d'enveloppes, toutes attachées avec des élastiques, des reçus, des contrats, des chèques annulés, mon écriture sur chacun d'eux. Elle a dit que maman les avait trouvés dans son tiroir, ce qu'elle utilisait pour organiser les finances du mariage, et avait dit à Amanda de me les apporter pour me montrer qu'on ne me devait rien. Mais quand Amanda les a ouverts, elle a réalisé quelque chose. La plupart de ces contributions familiales qu'elle pensait que maman et papa avaient faites, étaient de faux doublons. J'avais tout payé. Elle a dit qu'elle ne le savait pas, que maman lui avait dit que j'avais proposé de tout couvrir parce que j'étais seule et que je voulais me sentir incluse. C'était la partie inattendue. Pas qu'ils aient menti. J'y étais habitué, mais qu'Amanda ait vraiment l'air de croire ce qu'elle disait. Elle n'était plus là pour supplier de l'argent. Elle était là parce qu'elle l'avait finalement vu. Nous sommes restés silencieuses pendant un moment. Elle m'a demandé si j'étais heureuse maintenant. J'ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'on arrête de me traiter comme la carte de crédit de la famille. Puis la deuxième chaussure est tombée. Pendant que nous étions assises là, mon téléphone a vibré, un nouvel email de la salle de mariage. Apparemment, ma mère les avait appelés plus tôt dans la journée, en se faisant passer pour mon assistante personnelle, en essayant de les convaincre de rétablir la réservation et de la facturer à nouveau sur mon compte. La directrice s'en est rendue compte immédiatement. Ils ont retracé le numéro d'appel et l'ont joint à l'email comme preuve, disant qu'ils l'avaient signalé pour tentative de fraude. Amanda a vu l'email. Son visage est devenu pâle. Elle a chuchoté, « Elle a vraiment fait ça ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle s'est juste levée, a dit qu'elle devait s'occuper de quelque chose et est partie sans dire un mot de plus. Ce soir-là, je n'ai eu de nouvelles de personne, ni d'Amanda, ni de maman, ni de papa. Jusqu'à 2h07 du matin. Mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma mère. Une ligne, « Tu vas regretter ce que tu as commencé. » Pas d'émoji cœur cette fois. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas fini, pas même proche. Le matin après avoir reçu ce texto de ma mère, « Tu vas regretter ce que tu as commencé », je n'ai pas ressenti de peur ou de culpabilité comme elle l'espérait probablement. J'ai ressenti quelque chose d'autre, quelque chose de stable. J'avais passé des années à essayer de maintenir la paix, à payer des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, à avaler des commentaires, à faire de la place pour les crises de colère d'Amanda et les excuses de nos parents. Cette fois, je les regardais se débattre à une distance de sécurité, et je ne tendais pas la main pour les sortir de là. À 12h08, Amanda a appelé. J'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle est allée droit au but. Ryan était toujours parti. Il avait emménagé dans la chambre d'amis de son frère, disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Le mariage était censé avoir lieu le lendemain. Les invités avaient annulé. Le gâteau avait fondu dans le garage de quelqu'un. La robe était toujours prise en otage. Il ne restait plus que le nom sur la licence. Elle a dit qu'elle allait quand même le faire, juste elle et Ryan dans un palais de justice s'il se présentait. Elle a dit qu'elle ne voulait rien d'autre, pas de fleurs, pas de musique, pas d'invités. Puis elle m'a demandé si je pouvais lui prêter l'argent, pas donner, prêter.
Je suis restée silencieuse. Elle m'a dit que ce n'était pas un piège, qu'elle avait vu les reçus, qu'elle avait réalisé à quel point elle était plongée dans le mensonge et depuis combien de temps nos parents nous utilisaient toutes les deux de différentes manières. Elle a dit qu'elle ne savait pas pour les faux remboursements, qu'elle pensait vraiment que maman et papa avaient aidé, et que j'avais juste proposé d'aider plus parce que je m'ennuyais ou que j'étais seule. Je lui ai dit de m'envoyer le montant dont elle avait besoin. Il est arrivé plus tard ce soir-là, 2600 $, juste assez pour obtenir la licence, une simple robe dans un grand magasin et un dîner bon marché avec une poignée de personnes qui ne savaient pas ou ne se souciaient pas de ce qui s'était réellement passé. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Au lieu de ça, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai passé 1 heure à rédiger un contrat de prêt formel, montant total, paiement mensuel, taux d'intérêt pas élevé, juste assez pour lui rappeler que ce n'était pas gratuit, une date d'échéance chaque mois, des frais de retard, une formulation juridique, une conséquence claire si elle manquait plus de 2 paiements. À midi le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant quelque part de neutre, quelque part où personne ne nous connaissait. Elle est arrivée en ayant l'air petite, sans maquillage, avec des cernes, portant un sweat à capuche et les cheveux en chignon. Elle n'a rien commandé. J'ai fait glisser les papiers sur la table. Elle n'a pas posé une seule question. Elle l'a lu une fois, puis a signé chaque page. Pas de commentaires, pas de sarcasme, juste un stylo sur du papier. J'ai viré l'argent juste là devant elle. Elle n'a pas dit merci. Elle a juste plié les papiers, les a mis dans son sac à main et est partie. La cérémonie au palais de justice a eu lieu le lendemain. Ryan s'est à peine présenté. Ils n'ont rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai su que c'était arrivé que parce que notre tante Lisa m'a transféré une photo floue qu'Amanda lui avait envoyée avec la légende « On l'a fait ». S'il te plaît, ne pose pas de questions. Je pensais que ce serait la fin jusqu'à ce que je reçoive une invitation, envoyée par email et non imprimée, à un dîner de célébration dans un restaurant local. Aucune mention du drame, juste une vague note polie sur le fait de commencer enfin ce nouveau chapitre. C'était clairement organisé à la dernière minute. J'ai répondu non, mais j'ai envoyé un cadeau. Je l'ai fait livrer au restaurant 10 minutes avant le début du dîner, emballé professionnellement, papier argenté, nœud blanc, pas de carte. À l'intérieur de la boîte se trouvait un tirage encadré 8x10 du reçu de dépôt original de la salle, celui qu'Amanda m'avait supplié de payer au téléphone il y a 6 mois, jurant qu'elle me rembourserait dès qu'elle aurait de l'argent pour le mariage. Scotché au dos du cadre, une copie du contrat de prêt, agrandi, imprimée sur du papier cartonné épais, la signature d'Amanda surlignée en jaune, le taux d'intérêt encerclé, la date d'échéance soulignée. On aurait dit une annonce de mariage si on ne lisait pas attentivement. Je n'étais pas là pour les voir l'ouvrir, mais je n'avais pas besoin de l'être. À 21h, je recevais des messages. Ma cousine Paige a envoyé un texto, putain de merde. C'était glacial. Un des amis d'Amanda m'a envoyé un emoji qui rit. Même le frère de Ryan m'a suivi sur Instagram. Personne ne pouvait plus faire semblant. Ils ont ri quand j'ai dit que je me retirais. Ils ont dit à tout le monde que j'avais fait une dépression, que j'avais gâché l'événement familial. Ils ont fait des blagues dans le chat de groupe pendant qu'ils dépensaient mon argent. Et maintenant, chaque personne à ce dîner a vu qui avait vraiment payé le mariage, qui avait nettoyé le désordre, qui avait gardé les reçus. Amanda a commencé à faire des paiements le mois suivant. Comme sur des roulettes, dépôt direct, pas de notes, jamais en avance, jamais en retard, juste le remboursement silencieux d'une dette dont tout le monde à la table se souvenait. Au moment où le premier paiement d'Amanda est arrivé, 237,65 $, dépôt direct, exactement le 3e jour du mois, comme le stipulait le contrat, ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à une reconnaissance silencieuse que le fantasme était terminé, qu'elle savait que j'allais pas disparaître cette fois, que le nettoyage n'était pas gratuit. Et elle n'a pas essayé de le tourner à son avantage. Pas de notes, pas d'excuses, juste de l'argent qui atterrissait sur mon compte. Le silence de nos parents était plus fort que tout ce qu'Amanda aurait pu dire. Après l'explosion, quoi qu'il se soit passé à huis clos quand elle leur a apporté ses reçus, je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. Pas même un texto passif-agressif, rien pour mon anniversaire, pas un seul message « j'espère que tu vas bien ». C'était comme si j'avais été coupé de l'arbre généalogique en douce et de façon permanente. C'était bien. Je n'avais besoin de rien de leur part. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la façon dont le reste de la famille a commencé à changer. Au début, c'était subtil, un like sur une de mes publications Instagram d'une cousine dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis l'université,
puis un mème transféré de tante Lisa sans légende, juste une étrange offrande de paix. Finalement, ils ont commencé à me contacter, invitation à déjeuner, nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de nous rattraper, des nouvelles déguisées en curiosité. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Qu'ils vivent avec l'inconfort pour une fois. Mais la seule chose qui revenait sans cesse, toujours en chuchotant, toujours avec un petit rire maladroit, c'était le cadeau. Cette boîte enveloppée d'argent que j'avais fait livrer au dîner de célébration a pris une vie propre. Apparemment, quelqu'un a filmé Amanda en train de l'ouvrir. Le petit ami d'une cousine l'a filmé sur son téléphone. Personne ne s'attendait à ce que ce soit quelque chose d'important, c'est pourquoi la salle est devenue silencieuse quand elle a sorti le reçu de dépôt encadré et l'a retourné pour voir le contrat de prêt agrandi. On pouvait entendre les chaises grincer, les verres s'entrechoquer. Une tante a dit audiblement « Oh mon Dieu !» La vidéo n'a jamais été mise en ligne, mais les gens se l'échangeaient en message privé comme un artefact familial. À une fête d'anniversaire 2 mois plus tard, quelqu'un que je connaissais à peine a demandé « Attends, c'est toi qui as envoyé le cadre au dîner de mariage ?» Et quand j'ai dit oui, elle a juste souri et a dit « Iconique ». Amanda n'en a jamais parlé, mais elle ne l'a jamais jeté non plus. D'après ce que j'ai entendu, Ryan lui a fait enlever après qu'ils aient emménagé ensemble, disant que c'était une mauvaise énergie. Elle l'a poussé dans une boîte dans le placard, mais quand notre cousine Paige l'aidait à déménager, elle l'a vu encore enveloppé dans le même papier argenté, comme s'il pourrait être nécessaire à nouveau. Amanda a continué à faire ses paiements à temps tous les mois. Pour les premiers, ils étaient complètement silencieux, juste un numéro sur mon compte bancaire. Puis, au 4e mois, elle a ajouté une note « Je paie toujours, je me souviens toujours ». Au 6e mois, ça a changé à nouveau. Je sais. Juste ça. Ce n'est jamais devenu amical entre nous. Nous ne sommes jamais redevenus des sœurs comme les gens s'y attendent. Il n'y a pas eu de réconciliation de vacances, pas de câlin larmoyant autour du vin et du pardon, juste ce rythme transactionnel silencieux dans lequel nous sommes tombés, sa douleur, moi ne répondant pas, et honnêtement, c'était plus de clôture que je n'aurais jamais pensé obtenir. Mes parents ne me parlent toujours pas, mais je sais qu'ils entendent parler de moi. Chaque fois qu'il y a une réunion de famille, un barbecue, une baby shower, quoi que ce soit, quelqu'un en parle, pas du drame, pas de la bagarre, pas même du prêt, du cadeau, de l'histoire qui ne veut pas mourir. Ils parlent de la froideur, du calcul, de la brutalité de la chose. Ils le disent comme si c'était une mauvaise chose, mais le ton change toujours quand ils réalisent que j'ai gardé les reçus, littéralement, que je leur ai fait ce souvenir, que je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé, j'ai juste envoyé un colis, et ils n'ont pas fini de le déballer depuis. Amanda finira de rembourser le prêt dans 16 mois. Il n'y a rien qu'elle puisse dire pour effacer ce qui s'est passé. Et je n'ai pas besoin qu'elle le fasse parce que la vraie dette n'est pas l'argent, c'est le souvenir. Et celui-là, il m'appartient de le garder.